Bienvenue pour la suite de ces instructions sur les rayons de lune du Mahamudra. Nous entrons maintenant dans la partie principale de l'enseignement. La première partie de cette section concerne les explications communes. Les explications communes de Shamatha et Vipassana. Et Takpotashinamgyal commence par un résumé et passera ensuite à une présentation plus systématique. Si vous voulez suivre dans votre livre, vous pouvez aller page 15. Aujourd'hui, nous parlerons de ces 30 pages de l'exposition commune de Shamatha et Vipassana. Takpotashinamgyal explique qu'il va maintenant suivre la présentation bien connue des traités orientés vers les sutras. Et en général, ce qu'il nous faut savoir, c'est que toute forme d'absorption méditative, tout samadhi, est relié au calme mental et à la vision intuitive. On peut en fait les appeler les deux aspects de la méditation. De la même façon que toutes les feuilles et les branches d'un arbre sont reliées au tronc. Quelle que soit la méditation ou le samadhi, ça peut être une méditation sur l'amour bienveillant, dont on pourrait penser qu'il n'est pas très relié à Shamatha et à Vipassana, et pourtant, en étant absorbé dans cette qualité d'amour bienveillant, méta, il y a une composante de Shamatha. Et l'élément de la vision profonde peut être présent, comme la compréhension de l'interdépendance de tous les êtres vivants, la reliance, ça peut être la compréhension du non-soi qui est inhérente dans la qualité de l'amour. Ça peut être la compréhension de la nature vide et insaisissable de l'expérience de l'amour. Donc vous voyez, même dans un samadhi comme celui-là, de l'amour bienveillant, il est aussi connecté au tronc du calme mental et de la compréhension. Et en général, vous savez, dans toutes les traditions bouddhistes, on définit Shamatha, le calme mental, comme étant en un point ou non distraite. Mais il ne s'agit pas seulement d'être non distrait, mais aussi non distrait sur un point de focalisation bénéfique, d'une façon bénéfique. Donc, le contenu de notre méditation, notre focus, doit être quelque chose de bénéfique. Vous m'avez probablement entendu expliquer par le passé que, bien sûr, un cambrioleur qui essaie de cambrioler une banque, même dans ses préparations, il est aussi non distrait. Ou si vous regardez vos enfants, sur les jeux d'ordinateur, ils sont tout à fait pointés en un point. Ils sont sans distraction et très focalisés, mais pas sur quelque chose de bénéfique. On ne voit pas des effets bénéfiques de cela sur le long terme, après cela. Donc ce qu'on appelle Shamatha consiste à être absorbé de façon non distraite dans ce qui est vraiment bénéfique et qui va porter les fruits de générer des qualités, de faire advenir des qualités. Et Vipassana, la vision profonde, la compréhension, compréhension claire, compréhension profonde, compréhension intuitive. Cette compréhension consiste à comprendre la nature de l'expérience. Consiste à comprendre que tout ce qui s'élève dans cette conscience méditative
avec la sagesse discriminante, prajna, cette capacité à connaître, et on comprend quelque chose qui est également bénéfique de façon inhérente. Donc la sagesse, ici, c'est la sagesse qui nous fait traverser l'océan de la souffrance. C'est ça qui la libère. C'est cette sagesse libératrice. Et il y a de nombreuses formes de sagesse et de connaissance dans ce monde. Et la plupart d'entre elles sont des formes mondaines de sagesse. Dans le vipassana dont on parle ici, cette connaissance claire, elle consiste à connaître ce qui libère, ce qui éveille nos qualités libératrices, pas ce qui forme le cœur-esprit. Ce n'est pas cette sagesse dont on pense qu'elle est parfois la sagesse de prendre soin de soi-même d'abord. Tu es le plus important du monde, tu es le centre du monde, personne d'autre ne prendra soin de toi. Ça, c'est la sagesse que certains adultes peuvent penser à leurs enfants, mais ce n'est pas la sagesse qui libère. Donc, shamatha et vipassana, le calme et la compréhension, sont cette absence de distraction plus cette compréhension qui va avec cet esprit clair, et tous les deux dans le champ de ce qui libère, de ce qui libère, de ce qui est bénéfique de façon inhérente. L'union de ces deux permet d'obtenir un éveil, une compréhension de la réalité. Donc, toutes les traditions bouddhistes peuvent être d'accord avec ça. Ça, c'est un résumé basique. Et j'aimerais ajouter un mot sur l'esprit en un point, ce terme un peu étrange. En un point désigne le fait d'être placé sur un point. C'est le même mot que pour le sommet d'une montagne. Donc, au début, en un point, ça peut être placé sur quelque chose de très simple, comme l'inspiration et l'expiration. Mais pour développer un effet libérateur plus profond, on va par exemple sur le fait de l'impermanence, le processus que les choses sont changeantes continuellement quand on inspire et on expire. Puis le sommet est de plus en plus haut, de plus en plus chargé de sens, et on va vers l'expérience qu'il n'y a personne qui est là et qui inspire et qui expire, etc., etc. En fait, on peut voir que ce qu'on appelle l'absence de distraction de l'esprit en un point pose un focus de plus en plus profond jusqu'à ce que la nature de la réalité elle-même soit au centre dans notre focus de notre conscience. La focalisation ne signifie pas être pointé, ça veut dire être avec ce qui est au centre de ce qui est le plus important de son temps. Décide que c'est le plus important. Je reviens sur l'exemple de la méditation méta, la méditation sur l'amour bienveillant. L'amour bienveillant est un sentiment très vaste, et être focalisé dans ou sur la méditation bienveillante signifie d'avoir un esprit très très vaste, omniprésent, qui s'ouvre dans toutes les directions, dans tous les temps, toutes les directions de l'univers. Donc la focalisation ici consiste à demeurer sans distraction dans cet esprit très vaste de l'amour bienveillant. La focalisation ne signifie pas qu'il faut que ce soit aigu, précis. Ici, c'est juste pour dire que c'est sans distraction. Et c'est pour ça qu'on pourrait dire qu'il est aigu, on va dire précis, parce que c'est très clair. Donc, suite à cette introduction, Dakpotashi Namgyal en vient à une présentation plus systématique, qui est page 17 du livre.
Donc, il commence par la présentation des causes, du calme et de la compréhension. Comment les différentes traditions bouddhistes définissent-elles les facteurs qui donnent naissance au calme mental et à la compréhension? Ces points mériteraient tout un enseignement pour établir la relation entre la façon dont la conduite éthique bénéfique d'agir d'une façon respectueuse dans le monde, parler d'une façon respectueuse, ne pas mentir, ne pas trahir, ne pas faire de mal à qui que ce soit, ne rien cacher, etc. Voir comment tout cela est connecté au calme mental et permet la vision profonde. On peut prendre pour règle générale, pour comprendre ces facteurs, que le fait de pratiquer ces facteurs élargit et ouvre notre cœur-esprit. Et ça nous facilite la tâche lorsqu'il s'agit de trouver un esprit calme, un esprit ouvert qui comprend facilement. Donc la conduite bénéfique, Shila, c'est la première chose mentionnée ici. D'avoir également une vue pure, une vue qui ne s'intéresse pas dans le fait d'établir sa propre dominance, mais qui essaie de comprendre. C'est une vue qui se libère elle-même des opinions fixes, qui est prête à apprendre quelque chose de nouveau. Ça, c'est très utile. C'est cette attitude ouverte. On mentionne également les bénédictions du gourou comme étant un facteur important du calme et de la compréhension. En fait, si on traduit cela, cela veut dire de ne pas se sentir qu'on est important, qu'on connaît déjà tout, mais qu'il y a des êtres sages et éveillés qui savent mieux que nous et s'ouvrir à leur présence inspirante, à leur enseignement inspirant. Et cela nous ouvre encore immédiatement. Cela nous permet d'être beaucoup plus calmes, ouverts et capables de comprendre. Et donc la liste continue. Être érudit dans les enseignements sur l'origine interdépendante. C'est-à-dire de voir comment la saisie conduit à la souffrance et quelles sont les racines de la saisie. Cette identification à un soi. Donc cela nous aide beaucoup à nous détendre dans la méditation. Parce que quand on se rappelle l'enseignement et on se dit « Ah oui, là je me sens tendu, je me sens stressé », c'est probablement parce que je suis dans la saisie. Et quand on regarde où est la saisie, on essaie de la détendre. Donc ça aide beaucoup. Ça ouvre l'esprit. Faire les accumulations de forces positives et de conscience, ça aide aussi. Plus une personne est active de façon positive dans la vie, avec des états d'esprit bénéfiques, altruistes, par exemple, aussi le pardon, la générosité, etc. Tout cela crée la base sur laquelle il devient très facile de méditer. Et plus dans notre vie, on s'engage dans la cultivation de la conscience. Ici, la conscience signifie une réceptivité, une ouverture au fait d'être là sans créer de centre. C'est cette conscience intemporelle, cet effort, cette accumulation de nombreux moments de positivité et de conscience, cela aide beaucoup à méditer. La méditation ne sera même pas différente de ce qu'on fait quand on écoute quelqu'un qui a un problème et qui veut nous parler. On sera dans cette positivité du cœur
dans cette ouverture de tout notre être, et lorsque la personne sort, la méditation continue. Cela a la même qualité. Et aussi, si on a déjà purifié nos voiles, nos obscurations, ça aide aussi beaucoup. Donc, purifier les voiles comprend le fait toujours de réfléchir sur les moments où l'importance de moi dominait sur le souhait de m'ouvrir, d'aimer, les moments où je me suis placée au premier plan, les moments où j'étais opiniâtre, où je m'attachais à mes opinions, à quel moment je vivais avec le sentiment que je savais mieux que les autres. Regarder cela simplement et lâcher ces attitudes et m'ouvrir à quelque chose de plus profond et de plus subtil que ces tendances très évidentes. Purifier les voiles inclut toujours un travail conscient avec les émotions et les lâcher. Un travail conscient avec les identifications et s'ouvrir à une façon non identifiée d'être. Et puis, les facteurs très simples contribuent au calme et à la vision profonde, comme par exemple être dans un lieu facilitant où on n'est pas trop distrait et on n'est pas déclenché dans nos émotions, avoir peu de désirs, être content, satisfait, courir après les désirs et en fait aussi à nous aider nous-mêmes à nous détendre lorsque le désir s'élève, de sorte qu'on ne soit pas obligé de suivre cette impulsion. Donc devenir moins impulsif est une excellente fondation pour approfondir notre méditation. Il nous faut apprendre ça pour détendre les impulsions. En fait, les impulsions sont aussi simples que, voilà, vous savez, pourquoi être assis en méditation si j'ai l'impulsion de me gratter derrière l'oreille. C'est pour ça qu'il y a des traditions de méditation qui insistent sur le fait de d'étendre cette impulsion. L'impulsion de se gratter est similaire à l'impulsion de prendre le téléphone et de téléphoner un ami. L'impulsion d'aller et de travailler dans le jardin, ça peut être n'importe quoi. Apprendre à détendre les impulsions. Et le plus simple, c'est de l'apprendre avec les impulsions physiques. On apprend à lâcher les émotions, impulsions, les impulsions de communication demandent le même lâcher prise, mais elles sont un peu plus difficiles à apprendre. Elles sont un peu plus subtiles, parce que parfois c'est vraiment important de communiquer, donc il faut vraiment différencier un peu. Donc en général, réduire les activités pour en arriver à un point où on devient de plus en plus conscient, c'est très utile pour abandonner toutes les formes d'attachement et d'aversion. Et quand l'attachement et l'aversion sont forts, il est bon d'en prendre conscience et de s'ouvrir au fait de ne pas obtenir ce à quoi on est tellement attaché et d'expérimenter ce contre quoi on a une certaine aversion. Donc s'ouvrir à ça, c'est le début de l'équanimité. L'équanimité est très utile pour le calme et la vision profonde. Et aussi, une des causes de shamatha et de vipassana, c'est de se reposer sur les êtres éveillés. Ces personnes-là ont parcouru le chemin avant nous et leur faire confiance et suivre leurs conseils. Les écouter, étudier les enseignements et les contempler profondément sont des bonnes fondements pour le calme mental et la compréhension. Et puis le deuxième point que Dakpota Shinamgyal explique ici,
C'est de comment éliminer les voiles, qu'on appelle aussi obscuration, qui voilent shamatha et vipassana, qui les obscurcissent. Donc de quoi est-ce qu'on parle ici? Fondamentalement, on peut résumer toutes les obscurations en ce qui assoupit l'esprit et ce qui l'agite, ce qui le rend très excité et incapable de rester focalisé. Dans les deux états, la torpeur et l'agitation, c'est difficile de comprendre quoi que ce soit. Dans la torpeur, on ne voit pas clairement. Ça inclut la somnolence, l'assoupissement, etc. C'est pas assez clair pour voir vraiment et puis comprendre. Et dans l'agitation, l'esprit est clair, mais il ne reste pas assez longtemps sur quelque chose pour le comprendre. Donc il va dans tous les sens, dans toutes les directions. Les associations sont tellement nombreuses qu'il n'y a pas de focalisation prolongée sur quelque chose qui permet d'avoir une connaissance profonde de quoi que ce soit. Donc ici, la liste des obscurations inclut également le remords, se sentir coupable, se sentir honteux. Pas le remords ou la honte dû au vrai regret d'avoir fait quelque chose de néfaste, mais c'est l'aspect névrotique de la honte et du remords et la culpabilité qui viennent de l'estime de soi très basse, de penser toujours « je suis bon à rien, je n'y arrive pas, je suis une mauvaise personne ». Et ça, c'est un obstacle majeur au développement d'un esprit détendu. Esprit détendu, c'est-à-dire méditation. La véritable méditation s'élève quand l'esprit s'ouvre, se détend, mais sans tomber dans la somnolence, sans aller nulle part, juste se détendre dans l'expérience présente. Donc, et aussi les doutes sont inclus dans les obstacles à la méditation. Et ici, les doutes ne désignent pas la pensée critique, l'esprit intéressé qui veut connaître, etc., qui peut avoir des doutes, il veut connaître. En fait, ce doute créatif peut être un moteur important de la méditation. Donc, par exemple, je me demande si ça c'est vrai et je vais essayer. J'ai quelques doutes et je veux voir si ce qui est enseigné dans le Dharma, ce que l'enseignant a dit hier, par exemple, je veux savoir si c'est vrai. Et ça, c'est très utile. Et ça va nous aider à clarifier la question. Les doutes dont on parle ici, en tant qu'obstacle, c'est d'abord le doute en ses propres capacités à comprendre, et c'est le fait de douter de notre propre expérience. C'est un doute qui est devenu un trait de personnalité. Sans le savoir, on est identifié avec le fait de douter. On a une difficulté à arriver à quelque certitude que ce soit, parce que nous craignons que la certitude, si on était clair et certain, ça nous obligerait à changer notre vie. Si on savait vraiment que la saisie mène à la souffrance, et dans presque tous les cas, on aurait besoin d'abandonner la saisie. Donc nous préférons installer de façon permanente le doute, qui est « ah oui, non, c'est pas terrible, mais je veux pas l'abandonner ». Donc on saute. Le doute crée un saut dans notre observation et introduit rapidement une question alors qu'on a déjà vu comment c'était. Et pourtant, on veut rester comme on était. Donc les doutes dans l'enseignement, dans les propos des personnes éveillées, nous font qu'on reste la même personne.
Donc une personne qui doute beaucoup, qui doute des compréhensions qui viennent de la méditation, ne fera pas de progrès. C'est ce qu'on appelle le saboteur. C'est ce qui sabote, qui sape notre progrès spirituel. C'est un facteur très important. Et ces gens-là sont difficiles à guider parce qu'ils ne font pas confiance à leurs propres expériences et en leur compréhension. Pour progresser dans la méditation, il faut nous baser sur nos expériences qui ont mené à une certaine compréhension et on va partir de là. On passe d'une compréhension à l'autre, etc. Et donc, chaque compréhension renforce les précédentes et s'approfondit, s'élargit, etc. Donc, il ne devrait pas cette tendance à détruire et à douter ce dont on a déjà acquis la certitude et la compréhension. Et puis, bien sûr, le fait de chercher les plaisirs. Être beaucoup plus préoccupé par les plaisirs que par l'éveil. C'est un obstacle ou l'esprit malveillant, la malveillance. Bien sûr, un esprit qui est tellement tourné vers le fait de faire du mal ne va pas être en mesure de se détendre dans la méditation. Et en général, tous ces différents facteurs peuvent être résumés comme des distractions. Un esprit distrait, pour quelque raison que ce soit, qui est dévié, détourné. Nous parlons de distraction lorsque nous avons décidé nous-mêmes, maintenant, je vais contempler par exemple le changement, la nature changeante et impermanente des phénomènes. Et je vais faire cela avec l'aide du processus de respiration et la nature changeante de toutes les sensations, de toutes les apparences sensorielles. Et puis donc on commence. On respire, sensations physiques, audition, et puis on entend un son. Le son nous attrape, on est distrait, on suit. Ah, le voisin travaille dans le jardin, et c'est parti, tout un voyage. Ça, c'est une distraction normale. On fait la différence dans la distraction en termes de distraction externe ou interne, qui sont liées au processus interne ou au processus externe. En général, la distraction, le plus souvent, est reliée aux caractéristiques. Donc ça, c'est un terme technique. La distraction reliée aux caractéristiques. Je vais l'expliquer pour les hommes et pour les femmes. Donc vous avez un type particulier d'homme ou de femme que vous aimez. Ça peut être les noirs aux cheveux bruns, les blonds aux yeux bleus, par exemple. Ces caractéristiques, les formes, etc. Notre esprit perçoit une caractéristique sans savoir plus que ça. Et il est attiré immédiatement vers ce point déclencheur. Donc on n'est pas attiré vers toute la personne, on est attiré par des caractéristiques qui attirent notre attention. Donc par exemple, je suis peut-être distrait par mes bougies qui brûlent sur mon autel. Et en fait, je dis bougie, mais c'est le vacillement de la lampe. Et puis, la caractéristique de la lumière qui est trop forte et qui vacille, cette caractéristique de la bougie qui crée la distraction, qui mène à la distraction. Et le fait de zoomer sur les caractéristiques est en même temps aussi la façon dont on solidifie les objets. Parce que ça a cette caractéristique, par exemple, une caractéristique que j'aime, c'est pour ça qu'il y a attachement.
Et comme ça, cette caractéristique que je n'aime pas, il y a aversion. Comme j'ai cette caractéristique que j'aime, je rentre dans l'orgueil. Et pas quelque chose, une caractéristique typique que j'aimerais avoir, je suis jaloux. Vous comprenez? C'est toujours la porte d'entrée à une distraction et à l'émotion. C'est ce qu'on appelle l'attachement aux caractéristiques. Donc, dans la méditation, on apprend à ne pas nous attacher aux caractéristiques. Ça ne veut pas dire qu'on ne perçoit pas les choses, mais simplement, on n'investit pas les caractéristiques d'une de cette importance et de cette croyance en leur existence réelle. Donc, un homme a tel et tel aspect, une femme a tel et tel aspect, mais les caractéristiques qui créeraient habituellement attachement ou aversion, on est en mesure de les détendre et on peut voir toute la personne. Donc, détendre l'attachement aux caractéristiques, ça détend l'attention et ça ouvre à la possibilité de percevoir davantage. Ça, c'est le conseil général pour tout processus de méditation, de ne pas être pris dans les caractéristiques évidentes qui nous distraient, mais de voir tous les autres aspects de la situation et de passer à l'expérimentation de la nature de l'expérience, la nature autolibératrice. Mais ça, on y reviendra plus tard. Donc, cette distraction liée aux caractéristiques est souvent reliée aussi aux distractions dues au klesha. Ces propensions, cette tendance de notre esprit à interpréter toute expérience sensorielle qui vient par les sens extérieurs ou qui est perçue de l'intérieur comme une pensée. Et donc interpréter cela avec des lunettes émotionnelles, avec notre façon émotionnelle de voir le monde. Moi, avec mon histoire, j'aime ci, je déteste ça, je suis comme ci, comme ça, etc. Donc tout ça, c'est aussi la nature fondamentale de la distraction, de se laisser distraire. Quelqu'un qui apprend à méditer d'une façon non distraite a forcément détendu une certaine partie de cette saisie, cette interprétation émotionnelle de s'attachement aux caractéristiques a dû forcément se détendre, sinon il n'y a pas de calme qui puisse s'installer, parce que l'esprit serait toujours en train d'interpréter de la même façon qu'il le fait habituellement. Donc on peut aussi le faire dans l'autre sens. Ok, si mon esprit n'est pas calme, je suis probablement attaché aux caractéristiques. Je suis probablement dans une interprétation impulsive, émotionnelle de tout ce que je vis, et c'est ça que je dois apprendre à détendre. Il y a également d'autres facteurs qui sont des obscurations, des obstacles ou des voiles, comme la paresse, l'étourderie, oublier ce sur quoi j'ai voulu méditer, ne pas faire l'effort correct, et aussi l'application excessive, le zèle. Ça, c'est le zèle excessif. En faire trop vouloir avoir un esprit calme et développer la compréhension. C'est ça qui va agiter l'esprit. Ou alors, ça va créer une torpeur supplémentaire. Donc, ces voiles, ces obstacles sont éliminés grâce au fait de diriger notre attention de façon habile. C'est comme la phrase clé ici. Que faisons-nous? Quelle est la qualité commune à tous les remèdes aux difficultés dans la méditation? C'est de savoir comment diriger mon esprit, mon attention de façon habile. Sur quoi est-ce que je me focalise? Vers quoi est-ce que je dirige mon attention, ma conscience maintenant?
Donc, ces remèdes pour éliminer les obstacles peuvent être très précis parce qu'on dirige l'attention sur la zone, sur l'endroit où il y a un manque. Si je vois que l'esprit est distrait par l'orgueil, je vais placer l'attention dans le même souhait de bonheur, la similarité, l'identité de moi et des autres êtres, ou voir comment les qualités véritables s'élèvent sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Et donc cette orientation habile de notre attention équilibre et dissout finalement la tendance qui distrait et ferme l'esprit. Donc par exemple, développer la confiance, la foi, c'est très utile en général pour surmonter les obstacles. Nous rappeler notre motivation profonde, c'est très utile. L'effort juste, ni trop peu. Et la grande qualité de souplesse, de flexibilité. D'être très flexible, d'être très souple en faisant face aux situations telles qu'elles s'élèvent, avec les processus de pensée, les émotions, les sentiments. Être très souple dans le sens d'accepter, de les accueillir sans les combattre. Et de cette façon, on peut rapidement expérimenter le calme et la compréhension de la nature autolibératrice de tous les phénomènes. Les qualités fondamentales sont l'attention, la pleine conscience. La pleine conscience, c'est le facteur qui garde l'esprit sur ses rails. C'est notre attention qui reste sur ce qui est le plus important pour nous. Donc, sans distraction, on reste sur les rails. Et la vigilance, c'est qu'on a conscience qu'on a été distrait et on ramène l'attention à l'endroit où on veut développer la conscience. Et aussi une intention appliquée et continue. Ici, c'est une forme détendue de volonté. On ne va pas très loin dans la méditation avec la volonté. On a besoin d'une intention appliquée. C'est une version beaucoup plus douce de cela, qui n'est pas liée à des intérêts égocentrés. Derrière cela, il y a l'intention d'être utile à soi-même et aux autres. Ça, c'est l'intention sous-jacente. Et puis, il y a l'intention appliquée. Et maintenant, pour apprendre et pour m'entraîner à quelque chose d'utile, par exemple, je vais maintenant rester sur la respiration. Là, maintenant, je vais attentivement réciter un mantra tout en méditant la compassion et l'amour bienveillant. C'est l'intention continue basée sur la motivation fondamentale de vouloir être au bénéfice de soi-même et des autres. Et puis, il y a l'équanimité, le fait d'avoir un esprit égal qui consiste à rester dans l'état naturel. Lorsque cela se développe, la capacité de simplement rester naturel, alors tous les autres facteurs, on peut dire qu'ils sont actifs en arrière-plan. Ils apportent leur soutien à la simplicité simplement d'être, sans distraction, sans attachement, sans aversion. Donc bien sûr, vous allez peut-être me demander de décrire ces points en détail, mais c'est ce dont on a parlé dans nos stages. Et chacune d'entre vous
Il vous faudra travailler avec ces remèdes, faire face à ces défis vous-même, pour que vous connaissiez chacun de ces défis et tous ces remèdes vous-même. Personne d'autre ne peut le faire pour vous. Vous devez les connaître par expérience personnelle. L'enseignement ici n'est là que pour vous donner la structure. Et puis, il y a beaucoup d'applications nécessaires. Ne pensez pas que ça suffit d'avoir quelques milliers d'heures de méditation. On ne parle pas de quelques milliers d'heures. Pour beaucoup d'entre vous qui écoutez, ça paraît être énorme. Mais on parle d'une vie ici. On parle de se sauver soi-même de tellement de stress, de sorte que toute notre vie soit consacrée à ça. Et en fait, on tombe d'un obstacle à un autre. Il y a toujours ce besoin, de façon habile, de rediriger notre attention. Dakpota Namgyal continue en parlant du point qui consiste à connaître, identifier l'essence du calme et de la compréhension. Et je suis page 30. Et pourquoi est-ce qu'il inclut ce point? En fait, la raison en est que il faut que je sache pourquoi je pratique. Si je ne sais pas quelle est l'essence du calme mental et de la vision intuitive, je ne sais pas à quoi revenir. Je dois savoir où je veux aller avec ma pratique. Donc, c'est facile à définir, on l'a déjà fait. Je dois savoir que le chemin de l'éveil inclut la capacité à être capable de rester sans distraction. C'est ce qu'on appelle la capacité de l'esprit à rester dans l'esprit, à se reposer dans l'esprit. Donc, la compréhension de shamatha, du calme mental, est qu'il semble y avoir un besoin, si j'écoute les éveillés, à développer cette capacité d'être sans être obligé de faire quoi que ce soit, de penser quoi que ce soit, d'être actif et de courir dans tous les sens comme un singe. Donc se libérer de cette vie de singe signifie de développer cette capacité à laisser l'esprit reposer en lui-même. C'est ça le calme mental. Et cela seul n'assure pas la libération. Je dois comprendre profondément les phénomènes, la réalité. C'est ça la compréhension, la vision profonde. Donc, quelle que soit la méditation que je fais, l'essence en est d'arriver dans une présence détendue et calme, même si c'est au cœur d'une agitation émotionnelle, mais l'état intérieur est un état de faire l'expérience calmement et la voir et la comprendre. Et pour cela, nous pouvons utiliser n'importe quoi comme support. Il y a des supports non conceptuels et des supports conceptuels. Donc ici, le terme support ou soutien conceptuel, il ne faut pas le prendre strictement. Donc par exemple, si on pratique le calme mental, on peut placer un objet visuel devant nous. Et là, on ne va pas rentrer dans le fait de dire conceptuellement ce sont des roses, un bol, etc. C'est juste une encre, un point de focalisation pour notre conscience visuelle. Et avec cette conscience visuelle, le reste de l'esprit est focalisé
Et sans penser à l'objet, on reste là. C'est ce qu'on appelle une focalisation non conceptuelle. Donc ça, c'est très propice à la pratique de shamatha, du calme mental. Et pour la vision profonde, on utilise parfois des aides conceptuelles. Ce sont typiquement ces questions de vision intuitive. Par exemple, qui médite? On n'a pas la réponse à ça. L'idée, c'est pas d'avoir une réponse. C'est comme la question, la base conceptuelle, dirige, oriente notre conscience dans une zone de question, d'enquête, c'est-à-dire une ouverture à ce qui se présente, à ce qui apparaît, qui médite. Et puis, après ce moment conceptuel, de se poser la question intérieurement, on en vient au processus non conceptuel dans le fait de rester dans la non-compréhension ou clairement de ne trouver personne. Donc ça, ce serait la compréhension qui s'élève. Conceptuel, ça peut être par exemple aussi de méditer sur la statue d'un Bouddha. On peut méditer comme un Bouddha, comme ici Bouddha Vajradhara, et conceptuellement passer en revue la forme, méditer sur l'union de la compassion et de la sagesse, etc. On peut d'abord avoir cette représentation conceptuelle que toutes les qualités transcendantes, les 6 qualités transcendantes, les paramitas sont présentes. Ça, c'est le début, un début conceptuel. Et à partir de là, comme les qualités sont déclenchées, sont stimulées, on reste dans la conscience non conceptuelle de voir commencer quand ces qualités sont stimulées. Et donc l'essence du calme et de la compréhension, c'est d'être sans distraction et de comprendre. Et on a pour cela des supports non conceptuels qui n'utilisent pas une façon verbale de nous stimuler et un support conceptuel qui a un processus de pensée relié à lui et qui nous ouvre à une nouvelle compréhension. Et dans ce processus de travail avec des supports comme celui-là, pour la méditation, pour développer le calme et la compréhension, on passe de ce qu'on appelle le calme et la compréhension approximatif au calme et la compréhension pure et authentique. Le calme qui s'élève, d'abord c'est plus comme une cascade, puis comme une rivière, et ça devient de plus en plus le calme végétal, parfaitement stable, non distrait, imperturbable, très détendu. Et au début, la compréhension est une compréhension conceptuelle. Je comprends ces compréhensions de ce genre-là. Et petit à petit, ces compréhensions deviennent de plus en plus transformatrices, des compréhensions véritables, qui ne sont pas cognitives, au sens intellectuel, mais ce sont les compréhensions qui vont nous accompagner toute notre vie sans même avoir à y penser. Par exemple, la compréhension profonde de savoir que je me sens là tendu, là maintenant, et de ce dont j'ai besoin pour m'ouvrir. Comment ça se fait qu'un centre soit apparu, une focalisation dualiste de sujets et d'objets, et comment est-il possible de se détendre avec ça? Ça, je sais comment ça fonctionne. C'est pas juste que je sais en parler. Donc ça, c'est l'essence du calme et de la compréhension, de la vision profonde. Et il nous faut avoir cette compréhension fondamentale
c'est le besoin d'instruction dans la méditation pour être en mesure de retrouver notre chemin. Donc un méditant bien entraîné sait cela et il saura comment retrouver le chemin. Et puis, la quatrième section de cette présentation systématique consiste à voir, à présenter les sous-catégories du calme mental et de la compréhension. Donc, après les explications générales de ce qu'est l'essence du calme mental et de la compréhension, maintenant on dit, précisément, si on regarde le calme mental se développe. Et il y a une description célèbre qui parle des 9 étapes du calme mental. On va y venir plus tard dans la vidéo suivante. Et lorsqu'on parle de la compréhension, ce n'est pas une compréhension. Il y a 3 ou 4 types de compréhension, plus 6 modes différents d'investigation. Donc ici, si on souhaite étudier ces instructions, on devient de plus en plus précis et on commence à différencier et à voir que tous les processus de compréhension sont les mêmes, mais qu'il y a des différences entre le calme mental superficiel et le calme mental plus profond et le calme mental très profond, et on commence à comprendre. Et ici, le but, ce n'est pas d'aller dans les détails, ça va venir plus tard. Ici, l'idée de cette vidéo est de vous donner une vision d'ensemble pour que ce soit plus facile pour vous de faire votre étude. Et si vous vous dites, ok, ça c'est le point sur lequel je veux en savoir davantage, vous allez par exemple page 34 dans le livre et vous en saurez davantage. Et vous contemplez et vous essayez de voir dans votre expérience personnelle comment c'est précisément pour vous. Le point suivant est que l'enseignant explique l'ordre de la pratique. La question demande à être clarifiée. C'est comment? Est-ce qu'on commence par le calme ou par la compréhension? Eh bien, regardez. Le calme mental apporte un soutien à la compréhension. La clarté de l'esprit assure la compréhension. Et il y a une compréhension qui a moins de saisie, et donc la compréhension renforce le calme mental. Et Dakpotashinamgyal finit ce chapitre avec des citations des sutras et d'autres enseignants, selon lesquels on doit cultiver la compréhension, la vision profonde dès le début. On ne doit pas faire l'erreur de dire d'abord il faut que je sois parfait dans Shamatha par exemple, dans le calme mental, et après je vais passer à l'investigation de la réalité, mais dès le début on doit utiliser toutes ses capacités pour comprendre la nature de ses expériences dans sa nature changeante, impermanente, pas vraiment satisfaisante, qui ne donne pas de bonheur durable. On doit utiliser cette compréhension pour avoir le calme mental, de façon à pouvoir voir avec plus de clarté que les émotions s'élèvent et les percer à jour encore et encore. Donc, en ce qui concerne l'ordre, contemplez la nature de votre expérience tout en, dès le début, développant le calme mental.
Et ne séparez pas les deux parce qu'ils appartiennent ensemble, parce qu'ils vont ensemble. Et ça, c'est déjà un point très important pour nous. Parce qu'ici, il dit, beaucoup d'enseignants dans le monde séparent les deux. Ils n'enseignent pas la méditation du calme, la vision profonde à ceux qui doivent d'abord apprendre chiner le calme mental. C'est une chose qu'on entend assez fréquemment dans les milieux bouddhistes, qui est une grossière erreur. Et il fait des citations issues de textes acceptés par toutes les traditions qui disent « Écoutez, ce n'était pas l'intention du Bouddha, ni de maîtres révérés par toutes les traditions. » Donc gardons cela à l'esprit. Et dès le premier mouvement de respiration, prenons conscience de l'impermanence. C'est ça que ça veut dire, joindre le calme mental et la compréhension, la vision profonde. Et il continue avec le point suivant, où il parle de cultiver l'union ou l'unité du calme et de la compréhension. Comme la compréhension est instable, sans le calme, et comme le calme sans compréhension n'élimine pas les obscurations, nous devons pratiquer les deux. La compréhension, on peut avoir des flashs de compréhension profonde. Ils peuvent arriver pour tout le monde. N'importe qui dans ce monde peut avoir des moments de compréhension de la réalité. Et lorsque cette situation est terminée, une personne qui n'a pas entraîné son esprit ne sait pas comment y revenir. La compréhension, à ce moment-là, devient comme un souvenir inaccessible. Mais si quelqu'un a appris la pratique de shamatha, ça veut dire que cette personne a appris comment détendre l'esprit et comment rester juste là, l'esprit qui repose en lui-même. Et à partir de là, c'est tellement facile de continuer à se détendre dans cette ouverture et dans cette compréhension qu'on a déjà expérimentée. Et ce n'est que là que ça reste une compréhension fraîche. La compréhension doit être une expérience fraîche, une expérience vécue. Sinon, on est comme des missionnaires qui courent dans tous les sens et en parlant de l'expérience de Dieu qu'ils ont eue il y a 20 ans. Non, on veut faire l'expérience vivante de Dieu maintenant. C'est ça l'éveil. Et toujours dans le présent et savoir comment y entrer. Et pour quelqu'un qui a appris à se détendre par le calme mental, la pratique du calme mental, ce n'est pas un mystère. Donc, à quoi est-ce que ça sert d'avoir un esprit très détendu s'il n'y a pas de compréhension? On peut partir dans les dhyanas, imaginez, ça c'est arrivé à des gens que je connais, que leur femme, leur époux partent dans une méditation profonde, tellement profonde qu'il ne remarque plus le corps, qui n'entend plus son partenaire qui appelle pour le déjeuner, les facultés sensorielles sont parties, et puis il y a cette expérience de félicité dans la méditation, et même en continuant toute la nuit. Mais en revenant, dans la situation normale, dans la situation d'interaction, ils sont tellement frustrés, les méditants eux-mêmes sont tellement frustrés que toutes les émotions reviennent. C'était comme un blanc temporaire, une expérience de calme mental, mais comme le changement n'a pas été généré, la compréhension de la nature de la saisie, des émotions qui s'élèvent, des apparences sensorielles, des émotions qui nous déclenchent, de sorte que quand on revient dans le monde habituel avec tous ces boutons, ils sont comme avant. Et ça, c'est très frustrant. Donc ça, c'est le manque de compréhension. Le calme mental, c'est comme un blanc
vide qui ne crée pas la compréhension qui va nous libérer des perturbations, des émotions et qui va nous libérer du stress et de la souffrance. Donc le conseil sur la façon d'unifier les deux est d'avoir un esprit clair et détendu dans lequel on va cultiver la compréhension de l'incité, de juste les choses telles qu'elles sont, la nature de l'esprit et des phénomènes, sans effort. Ça, c'est la pratique unifiée de Shamatha et Vipassana. En étant détendu, clair et sans effort, ce sont des pratiques de Shamatha, du calme mental. La conscience qui est posée là, qui s'intéresse à l'incité, aux choses telles qu'elles sont, la nature de la réalité, rester là-dedans, les connaître, ça c'est Vipassana. La pratique de la vision profonde. Et les deux vont ensemble. Donc ça c'est la pratique unifiée des deux. Et puis, le dernier point, expliquer les résultats. Le calme de l'esprit conduit à la stabilité mentale. Libéré d'affliction, ces perturbations de l'esprit, et la compréhension nous amène à la sagesse, qui purifie les tendances de l'absence de conscience, du manque de conscience. Donc le calme mental, Shamatha, nous fait sortir de la tempête des émotions, des afflictions, des kleshas. Et la compréhension connaît la nature des kleshas, des afflictions, et les perce à jour, et voit qu'elles n'ont pas de substance. Donc de cette façon, permet qu'elles se libèrent. En outre, Shamatha annule l'attachement aux plaisirs sensuels et aux caractéristiques. Ça apporte une perception accrue, les siddhis, les clairvoyances, etc. Et ça nous permet d'entrer dans différents samadhis. Shamatha assure une bonne renaissance, là où Vipassana apporte le bonheur à tous les êtres, reconnaît la nature de tous les phénomènes et libère de toute renaissance involontaire. Shamatha procure de nombreux bénéfices. C'est guérisseur. Les énergies coulent librement, circulent librement, et Shamatha apporte beaucoup de bienfaits personnels, mais sans compréhension, on n'est pas vraiment en mesure d'aider les autres. On est plus détendu, mais on ne connaît pas le chemin. Et la compréhension nous donne toutes les clés de la compréhension pour aussi aider les autres. Et de cette façon, la compréhension, c'est aussi ce qui rend la compassion et l'amour interactifs et effectifs dans le monde. La compassion et l'amour sans compréhension ne sont pas très actifs, ils sont stupides. Donc on a besoin d'avoir cette compréhension pour aider tous les êtres, cette compréhension qui connaît la nature de tous les phénomènes, de toutes les expériences, et qui apporte la liberté intérieure, et même la liberté de ne pas prendre renaissance, ou la liberté de prendre renaissance pour le bien de tous les êtres. Et ensemble, Shamatha et Vipassana amènent à l'éveil parfait. Et c'est comme ça que la libération parfaite dans l'éveil est réalisée.